Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les documents qu'on a sur Cuba. L'idée, c'est de ressortir quelques points clés sur sa géographie, ses symboles et aussi ses tout débuts historiques. Alors pour bien commencer, situons Cuba. C'est la plus grande île des Antilles, hein, positionnée juste au sud de la Floride, à l'est du Mexique. Vraiment un emplacement stratégique, hein. Tout à fait. Et en taille, c'est pas petit, à peu près 114 500 km². Bon, ça reste 4 fois moins que l'Espagne, mais quand même. Et il y a aussi tous ces archipels autour, les Cayos, c'est ça? Exactement, les Cayos. Ce sont ces petites îles, souvent plates, sablonneuses, qui entourent l'île principale. Et cette géographie, cette position, ça explique énormément son importance stratégique, historique et actuelle. Et la base de Guantanamo, c'est lié à ça. Absolument, la présence américaine là-bas depuis 1903, c'est une illustration directe de cette importance. C'est un point de contrôle majeur dans la zone Caraïbe, même si, on en parle surtout aujourd'hui pour son rôle de centre de détention. D'accord. Et à l'intérieur de l'île, les sources parlent de montagnes. Oui, il y a plusieurs chaînes montagneuses, les Sierras. La Sierra Maestra est sans doute la plus connue. Et entre ces montagnes, on trouve de grandes plaines. Mhm. Ce relief assez, disons, compartimenté a sans doute eu un impact historique. Il a peut-être empêché, ou du moins freiné, l'émergence d'une grande civilisation unifiée avant l'arrivée des Européens. Ah oui. Oui, contrairement aux Aztèques ou aux Incas, par exemple, qui avaient de vastes empires centralisés sur le continent. À Cuba, le territoire était plus fragmenté, quoi. C'est intéressant de voir ce lien entre géographie et histoire. Et cette fragmentation, on la retrouve peut-être dans les symboles. Le drapeau cubain, par exemple. Les documents disent qu'il a été dessiné à New York, en 1849. Oui, c'est assez étonnant, n'est-ce pas? Il a été imaginé par des exilés cubains, Miguel et Emilia Turbe Tolón. C'était pour un général, Narciso Lopez, qui voulait libérer l'île de l'Espagne. À New York, donc. Oui, New York était un peu une plaque tournante pour les indépendantistes à l'époque. Et ce premier drapeau, qui ressemblait un peu à celui du Texas d'ailleurs, a été utilisé lors des tentatives de Lopez en 1850 et 1851. Bon, des tentatives qui ont échoué. Mais le drapeau, lui, a survécu? Tout à fait. Il a été repris plus tard, notamment lors de la grande tentative d'indépendance menée par Manuel Céspedes à partir de 1868. Il faut se rappeler qu'avant ça, sous la domination espagnole, c'était les drapeaux espagnols qui flottaient, bien sûr. D'accord. Et quand est-ce qu'il devient le drapeau officiel de Cuba? Et qu'est-ce qu'il signifie exactement? Alors, il est adopté officiellement en 1902, au moment où naît la première République cubaine. Pour la symbolique, elle est très riche. Les trois bandes bleues, qui étaient apparemment bleu clair au début et sont devenues bleu marine après 59, Ah oui, d'accord. elles représentent l'altruisme, la grandeur. Les deux bandes blanches, c'est la pureté des idéaux, la loyauté. Et l'ensemble, ça fait aussi un peu référence aux idéaux de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Voilà. Le triangle rouge, sur le côté, symbolise l'égalité, mais aussi le sang versé pour l'indépendance. Et puis, bien sûr, l'étoile blanche au milieu, la fameuse Estrella Solitaria. L'étoile solitaire. Exactement. Elle représente l'indépendance, la liberté et la stabilité de la nation nouvelle. C'est très chargé en signification. Juste un mot rapide avant de conclure sur la période précolombienne. Qui vivait sur l'île avant les Européens? Alors, les sources nous parlent de plusieurs peuples autochtones. Ils seraient arrivés par vagues successives, probablement depuis l'Amérique du Sud, entre 1200 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ environ. Et leur nom? On mentionne les Guanahatabes, qui seraient les plus anciens, les Siboney et surtout les Taïnos. Les Taïnos étaient les plus nombreux et, disons, culturellement plus développés, avec l'agriculture notamment, quand Christophe Colomb est arrivé. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le relief a joué contre une unification à grande échelle. C'est l'hypothèse principale, oui. Cette fragmentation géographique a sans doute favorisé des communautés séparées, limitant les interactions et empêchant la formation d'un pouvoir centralisé fort avant la conquête européenne. Conquête qui, d'ailleurs, a été tragique pour ces peuples. Bien sûr. Donc si on résume rapidement ce qu'on a vu grâce aux documents, une position géographique hyper stratégique, un relief qui a marqué l'histoire ancienne et peut-être freiné l'unité précolombienne, et un drapeau, né en exil, mais lourd de symboles d'indépendance. C'est ça. Ce sont quelques éléments clés, quelques fondations sur lesquelles toute l'histoire cubaine, qui est longue et complexe, comme le montrent les documents qui vont bien au-delà, jusqu'au XXIe siècle même, Oui. sur lesquels cette histoire s'est construite. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, pour ouvrir la réflexion. En considérant cette longue histoire cubaine, comment est-ce que ces éléments de base, la géographie, le poids du passé, cette quête d'unité symbolisée par le drapeau,
Comment tout ça influence encore Cuba aujourd'hui, dans sa recherche d'identité, dans son évolution? C'est une excellente question. Une vaste question qui mériterait sans doute une autre discussion, mais qui montre bien la complexité de l'île.